Bienvenue dans le podcast Ajuka, le podcast de l'association Ajuka dédié au cinéma ultramarin. Ici, on met en lumière les talents et les récits de nos territoires. Installez-vous bien, c'est parti pour un voyage au cœur du cinéma d'outre-mer. Bonjour, je suis Mélissandre Monatus de l'association Ajuka, Association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mariette Montpierre, qui est avec nous aujourd'hui au Festival de Cannes. Et en train de manger une madeleine, parce que il faut vous dire que nous sommes au Carlton Absolument. Hotel et qu'on nous a servi un super café avec des madeleines et c'est délicieux. Voilà, on essaiera de faire l'interview en même temps que la dégustation. Mariette, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Oui. On avait très à cœur de te rencontrer parce que tu es une réalisatrice et productrice, je crois, Oui. guadeloupéenne. Mhm. Tu as donc une longue carrière Oui. et on a très peu de femmes modèles sur lesquelles on peut nous se baser pour, tu vois, look up. Et j'aimerais beaucoup connaître un petit peu ton parcours Oui. pour commencer. Ce qui t'a donné envie de faire ce métier. Et bien sûr, on parlera de ton actualité. D'accord. Mais écoute, si on peut se tutoyer. Bien sûr. Je suis née en Guadeloupe, aux Abîmes. Et dès l'âge de 6 ans, ma mère m'a emmenée en France, comme la plupart des Antillais, pour avoir soi-disant une vie meilleure. Mais avant le départ, jusqu'à l'âge de 6 ans, j'allais très très régulièrement, j'ai pas envie de dire tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, au cinéma le Rex et la Renaissance, parce que ma tante était caissière dans ces cinémas-là. Wow. Et elle nous emmenait, c'était un peu notre babysitting, et nous allions voir les films de cowboy, les westerns, les films de Bollywood, les Indiens. Ah oui, t'es allée voir les films Bollywood. Oui, et aussi les films, les péplums et les films américains. Donc j'ai baigné, j'ai grandi dans cette salle obscure. Quand le rideau rouge se fermait, je me sentais bien à l'aise et c'était un merveilleux feeling. Waouh. Donc c'est petite. Ouais, déjà petite. Et t'as grandi à Paris. Oui, j'ai grandi à Paris à partir de 6 ans jusqu'à environ l'âge de 18 ans. Je vivais au Halles. Oh, c'est un super quartier. C'est un super quartier. À l'époque, c'était très différent. C'était un quartier très populaire avec des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Et on vivait dans un hôtel au mois. C'est-à-dire, on n'avait pas beaucoup d'argent. On vivait dans cet hôtel au mois. Il n'y avait pas de salle de bain, pas de réfrigérateur. On mettait les aliments sur le rebord de la fenêtre, particulièrement en hiver. Wow. Et nous allions nous doucher aux douches publiques le dimanche. D'accord. Donc on a vécu là avec mes 2 sœurs et ma mère, donc dans une pièce avec une petite cuisine très, très modeste. Mais c'était merveilleux parce que j'adorais le quartier. C'était un quartier où il y avait le marché de Montorgueil. Oh, j'adore aussi. Voilà, c'était avant qu'il y ait les Halles, avant le trou des Halles. Et nous allions au catéchisme tous les jeudis matin à l'église Saint-Eustache, où j'ai fait ma première communion, ma confirmation et ma communion solennelle. Magnifique en plus. Hein, c'était une belle enfance. Je n'avais pas vraiment conscience que nous étions pauvres, mais c'était juste un bon moment, une belle période dans ma vie. Donc que j'ai raconté d'ailleurs dans un court-métrage. D'accord. Qui s'appelle Chez moi. Un court-métrage de 5 minutes avec un plan séquence. Et le thème de ce court-métrage, c'est cet enfant d'une dizaine d'années qui rentre de l'école et qui s'est battu avec un camarade et sa mère lui dit « Tais-toi, tu n'es pas dans ton pays ici. Bats-toi avec la tête, c'est comme ça que tu vas réussir. » Et cette phrase m'a tellement marquée parce que ma mère se sentait une immigrée en France et moi je me sentais parisienne. Le quartier des Halles m'appartenait, je faisais les 400 coups avec mes copines et je n'avais pas du tout ce même rapport avec Paris et la France. Mais elle m'a inculqué le travail et le fait que pour réussir, il fallait que je travaille 100 fois plus que les autres parce que je n'étais pas chez moi. Elle avait conscience, c'était en rapport avec ta couleur de peau. Oui, oui, le fait que nous sommes des Antillais immigrés en France. Pour elle, elle était immigrée. Oui.
Ça a dû être dur. Et donc, tu as fait ta scolarité. Est-ce que tu as étudié le cinéma dans le cadre de ta scolarité ou c'est quelque chose qui est arrivé plus tard? Alors j'ai étudié le cinéma par étapes. D'abord, c'était quand je suis partie, j'ai fait la Sorbonne, une licence de médias, radio, télé, cinéma, mais c'était tout théorique. On apprenait le cinéma de façon théorique. Il n'y avait pas une caméra, il n'y avait pas un prof qui nous apprenait à faire des montages, rien du tout. C'était tout théorique. Mais lorsque je suis partie aux États-Unis, 4 ans après, j'ai fait 4 années d'études, plutôt 5 années d'études à la Sorbonne. Et puis après, je suis partie aux États-Unis, j'ai obtenu une bourse pour faire des études après la maîtrise. Et c'était dans le Massachusetts, à Northampton, et ça s'appelait Smith College. Et c'était une université de femmes. Non, uniquement de femmes. Uniquement de femmes, et c'était merveilleux. Comment t'es arrivée à trouver cette université? Alors, écoute, c'est plutôt l'université qui m'a choisie. J'ai fait une demande pour un programme pour aller à l'université aux États-Unis, et Smith College m'a choisie. Et je ne savais pas que j'allais dans une université de femmes. Je l'ai découvert quand je suis arrivée. Et je dis, mais il y a quelque chose d'étrange ici. Et les hommes n'étaient acceptés que le week-end et simplement au rez-de-chaussée. Ils n'avaient pas le droit de monter dans les chambres. Et en fait, ça nous a donné un pouvoir, le pouvoir d'être des leaders, hein, d'être des décideurs. Parce que souvent, quand on est dans une école, on appelait ça co-ed, garçon-fille, une école mixte, eh bien, quand il s'agit d'être le chef d'une association, le chef de quelque chose, ben c'est toujours le garçon, en fait. Et donc là, on était forcés de se démarquer et de prendre position. Et j'ai trouvé ça extraordinaire d'être dans cette école. Wow. Ça m'a ouvert beaucoup de portes et j'ai pris des cours de cinéma. Mais cette fois-ci, c'était pratique, caméra, montage, son, et c'était merveilleux. Et après, lorsque j'ai déménagé à New York, j'habitais dans le quartier de NYU, New York University, à Soho, dans le village. Et donc là, j'ai fait des cours du soir, un certificat de cinéma au cours du soir. C'est là où enseignait, en tout cas où est allé Spike Lee. Wow. Spike Lee est allé à NYU et puis donc j'ai fait le même programme. Voilà. Et tu as eu des profs aussi célèbres que Spike Lee, par exemple, même s'il n'était peut-être pas à l'époque, mais... Ouais, alors dans les cours du soir, il n'y avait pas les profs aussi célèbres que les profs dans la journée. Ah, mais c'était vraiment merveilleux, c'était une belle expérience. J'ai beaucoup appris et j'ai fait beaucoup de connexions avec des gens qui après... avec lesquels j'ai travaillé et qui sont devenus des gens, des personnalités. Incroyable, mais en fait, c'est le genre d'expérience dont on entend très peu parler. On ne se dit pas qu'une originaire des Antilles, même tu as vécu à Paris, mais... Oui, mais je suis antillaise. Mais tu es antillaise, tu viens d'un background quand même assez... modeste. Et finalement, tu as été propulsée par... C'est l'université qui te choisit, alors je trouve ça génial. Dans cet établissement si loin, et tu as fait carrière là-bas longtemps? Je suis restée 30 ans. Ah oui C'est normal qu'on te connaisse moins, alors, tu penses? Oui, parce que je n'étais pas du tout visible en Guadeloupe. Et puis peut-être aussi le fait que je suis quelqu'un de pudique, de timide, même si j'en ai pas l'air, je suis très pudique et très timide. Et aussi, je crois que c'est aussi parce que je suis une femme. Ouais. Et on a toujours tendance à mettre en avant les hommes. Et aussi, je pense que ma carrière a été jalonnée de plusieurs types de projets. J'ai fait un long métrage, Le Bonheur d'Elsa. Et après, j'ai fait... C'était le premier? Le premier long métrage. Et c'était aux États-Unis? Ah non, enfin j'étais aux États-Unis, mais il a été tourné en Guadeloupe. Oh, d'accord. Oui, parce que c'était l'histoire d'une jeune Antillaise parisienne qui retourne en Guadeloupe chercher son père. D'accord. Donc c'était une histoire bien de chez nous, puisque il y a quand même pas mal de pères absents dans la vie, oui, avec la femme potomitan. Et donc, je raconte cette histoire qui est partiellement autobiographique, puisque je n'ai jamais connu mon père. Et qu'un jour, je suis retournée le chercher, je l'ai trouvé, et c'était c'était un moment très émouvant, qui n'était pas exactement le moment que j'aurais aimé, parce qu'il ne m'a pas acceptée, il m'a rejetée. Mais c'était
très important de faire ce chemin pour moi parce que j'ai pu tourner la page et aller vers l'avenir. Grâce au film, tu veux dire? Ah oui, le film était très thérapeutique puisque j'ai eu l'occasion de me reconnecter à travers le film avec mes demi-sœurs et mes demi-frères. Et maintenant, ils sont dans ma vie, mais le film a été un élément déclencheur. Waouh! Et c'est un film qui a eu des prix? Beaucoup de prix, dont le prix au FESPACO, le prix du meilleur film de la diaspora au FESPACO. À Ouagadougou. Il a eu 3 prix au Festival panafricain de Los Angeles. Waouh! Et il a eu des prix beaucoup dans plusieurs festivals aux États-Unis, à Cleveland, à Boston. Et puis il a voyagé en Inde, à Séoul. Il a voyagé, oh là là, je me rappelle plus, mais il a fait le tour du monde. Il a fait le tour du monde. Tu as eu des échos? Alors en France, c'était particulier parce qu'en fait, il n'est jamais sorti en France. Mais c'est pas vrai. Oui, parce qu'en fait, le film était le coup de cœur du New York Times lorsqu'il est sorti aux États-Unis. Oui. Il est sorti au cinéma aux États-Unis, mais il n'est jamais sorti au cinéma en France. Comme on dit, on n'est jamais roi dans son pays. Et puis bon, la France, je ne me suis pas trop battue non plus. On a essayé, mais ça coûtait très cher de le faire sortir. On n'avait pas les budgets. Et aux États-Unis, c'était une autre dynamique. Les gens, ils étaient vraiment très friands. Ils voulaient le film, ils le trouvaient fantastique. Et en France, je crois qu'une Antillaise qui fait un film en Guadeloupe, à l'époque, en tout cas en 2013, en 2012, c'était pas quelque chose qu'on avait plus envie de voir que ça. Donc, mais il est passé à la télé en France sur Guadeloupe la première, enfin toutes les premières, il est passé. Et à l'époque, ça s'appelait RFO. Bien sûr. Ou François, après c'était François. Après c'est François, et puis après malheureusement. Voilà, donc c'était... mais je pense que maintenant, ce film en France va devenir une archive, quelque part, puisque moi je crois beaucoup en la transmission, je crois beaucoup à garder la propriété de mon film, des films que je fais, et pour pouvoir après les avoir en collection, parce qu'on est un peuple d'oralité, et on ne pense pas que ce qu'on fait maintenant a de la valeur. Mais je suis sûre que ce film aura encore plus de valeur dans 10 ans, dans 20 ans, et deviendra une vraie archive. En tout cas, les Américains sont intéressés pour avoir ce film en archive. Je n'ai pas du tout été contactée par aucune institution française, mais en tout cas, je ferai les démarches pour que ça reste dans les archives. Et c'est un film qu'on peut quand même trouver, alors, si on souhaitait le voir. Il est distribué aux États-Unis sur des plateformes. D'accord. Donc aux États-Unis, vous pouvez le voir. En France, malheureusement, il n'est pas... c'est incroyable. Il n'est sur aucune plateforme. Donc, tu as fait ce long métrage qui a eu beaucoup de succès. Et après, Thérèse, c'est 30 ans. Tu as rencontré qui dans ta carrière? Ah oui. Parce que j'imagine qu'en étant aux États-Unis, dans cet environnement aussi bouillonnant de créativité, d'opportunités, tu as dû faire des très belles rencontres. Tu parlais tout à l'heure, tu étais dans l'école de Spike Lee. Alors, aux États-Unis, j'ai rencontré plein de réalisateurs et plein d'acteurs. J'ai rencontré notamment Spike Lee. J'ai rencontré Tarantino, Morgan Freeman. Je ne me rappelle plus de tout, mais c'est vrai que vivant à New York et en allant fréquemment à Los Angeles, on croise beaucoup de monde. Parce que c'est souvent très ouvert, les rencontres. Et comme je participe au festival et puis aux awards, je rencontre beaucoup de monde. Mais je pense que tu dois parler particulièrement d'une rencontre qui a changé, qui a marqué. Oui. Alors, moi, je dirais qu'en général, les rencontres qui ont marqué énormément ma carrière ont été des rencontres avec d'autres réalisateurs qui ne sont pas forcément ultra connus. J'appartiens à beaucoup de femmes, enfin d'associations de femmes très puissantes, Film Fatales, New York Women in Film and Television. Okay. Et donc, ces femmes sont très puissantes et elles travaillent dans l'ombre et ont pu m'aider et m'apporter énormément. Donc, je n'ai pas été
le petit chouchou d'une personne en particulier, d'une star. Mais bon, j'ai beaucoup appris et c'était vraiment très enrichissant. C'est très intéressant ce que tu dis parce que finalement, la solidarité féminine Ah ouais. dans ton parcours a été exceptionnelle. Ah oui, oui, oui. Je me suis toujours... Parce qu'aux États-Unis, les femmes très tôt ont compris qu'il fallait qu'elles se battent pour être vues. Donc j'ai toujours intégré ces associations et ça m'a toujours été bénéfique. Alors, je dis ça que c'est très intéressant, d'autant plus qu'on est à Cannes, hein, en ce moment, on est au Festival de Cannes. Et j'ai eu l'opportunité pour le compte comment dire, excuse-moi. J'ai eu l'opportunité pour le compte d'Ajouka de rencontrer Iris Knobloch, qui est donc la présidente du Festival de Cannes, dans le cadre justement de plusieurs associations qui se sont réunies autour des problématiques de la diversité et également des femmes dans les médias et aussi des problématiques de combat des femmes, enfin le combat des femmes autour du harcèlement dans le milieu du cinéma. Et en fait, on a commencé cette proposition de s'associer ensemble en tant que différentes associations pour monter les femmes, pour aider les femmes à avoir plus de visibilité dans l'industrie du cinéma, avoir plus d'opportunités. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de modèle actuellement en France, comme tu as pu le connaître aux États-Unis. Non, je ne crois pas. Enfin, moi, je n'appartiens pas aux associations de femmes en France, puisque bon, j'habite en Guadeloupe maintenant. Okay. Enfin, j'habite entre New York et la Guadeloupe. Donc, je suis quand même restée très américaine. Bon, j'ai pris la nationalité américaine depuis plusieurs décennies. Donc, je suis restée très attachée aux États-Unis, à New York. J'ai mon appartement là-bas, mon fils qui est né là-bas et qui y habite toujours. Donc, je connais peu les associations de femmes en France, mais il y a 50-50. Oui, elle fait partie de... Oui, mais j'ai l'impression que elles sont plutôt... elles se battent plutôt au niveau national pour changer les choses, mais pas au quotidien, au travail avec les femmes. Par exemple, l'association auquel je fais partie, une association qui s'appelle Femme Fatale, eh bien, c'est très concret. On se réunit et on se dit, bon, tu as besoin de quoi aujourd'hui ? Et on fait tous un tour de table, parce qu'il y a différents chapitres. On fait un tour de table et il y a toujours, c'est le concept du 6 degrees of separation. Toujours, comment ça se dit en français c'est 1 degré ou 6 degrés de séparation. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oui. Donc quand on s'assoit autour d'une table, et moi j'ai dit, je cherche un distributeur pour tel type de film, est-ce que tu en connais un ? Est-ce que vous en connaissez un ? Il y a toujours quelqu'un qui va nous apporter une information. Et nous, en échange, on apporte des informations aux autres. Ça s'appelle Ask and... oh zut, j'ai oublié. Ask and... demande et recevoir. Wow. Voilà. Et donc, comme ça, on travaille concrètement. Et aussi, ce qu'on fait, et ça fonctionne superbement, c'est que quand on a un film qui sort quelque part, dans une salle de cinéma ou sur une plateforme, toute l'association va aller sur la plateforme le jour où ça sort pour donner des vues et du courage, parce qu'on sait qu'il y aura tous les membres de l'association qui vont aller regarder. Et c'est très important quand un film sort d'avoir le premier jour des likes et puis des gens dans la salle, si ça sort en salle. Bien sûr, oui. Bien sûr. Oui. Et puis voilà, donc voilà. Actif et physique. Quand on balance une info sur les réseaux sociaux, à cause des algorithmes, il n'y a pas au moins 20 personnes qui répondent dans les 5 minutes, dans la demi-heure où vous balancez un post, s'il n'y a pas un nombre important de gens qui répondent, eh ben le post il se perd. Mais donc c'est très important. Donc on a cette force de soutien des uns des autres. Et aussi quand on a besoin de lecture. Parce qu'aux États-Unis, ils font beaucoup de lectures. En France, on en fait très peu. J'écris un scénario, j'ai besoin de feedback. De feedback. Ouais. Donc, je fais une soirée feedback
on lit le scénario, on fait venir les acteurs, des acteurs, ils lisent, et puis les autres nous disent voilà ce qu'ils en pensent, quel est le retour, et ça. Et donc ce genre de soutien au quotidien, c'est indispensable pour vraiment bien travailler. Mais est-ce que du coup, tu dirais que ta carrière, si tu l'avais faite en France, elle n'aurait peut-être presque pas décollé par rapport à... ou en tout cas, est-ce que aux États-Unis, tu n'as jamais senti de frein? Alors, moi, je pense que le fait que je sois partie à New York, aux États-Unis et puis à New York, ça m'a donné la confiance en moi. D'accord. Que je n'avais pas que quand j'étais en France. Et aussi, vous savez, quand on est à l'étranger, on se sent pousser des ailes et personne ne vous connaît, donc vous faites tout et n'importe quoi. En tout cas, c'était mon cas. Sans vraiment se dire, ah oui, il y a la maman, il y a le papa, il y a le cousin, il y a la copine qui va dire ça, il y a le gouvernement, etc. On ne connaît personne, donc on a cette force de... La liberté. La liberté. Et puis aux États-Unis, ce que j'ai découvert, donc c'était cette confiance en moi, que les gens vous donnent, parce que l'Américain est très facile dans les compliments qu'il vous donne. Il vous donne des compliments facilement. Oui. Par exemple, tout le monde dit I love you, I love you, I love you. C'est comme hey girlfriend, I love you. Je vais au cinéma, I love you. Oh, you're so cute. Vous êtes belle. Et puis bon, aux États-Unis, moi j'étais très différente. Taches de rousseur, cheveux bouclés, un petit accent français. Et donc les gens, ils étaient un peu fascinés par qui je suis. Et très facilement, je faisais des amis, des relations. Et ça m'a donné confiance en moi. Parce qu'en France, c'était... Look, elle est atypique, mais on aime atypique, pas, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Et donc, j'ai pris cette confiance. Et de voir que les gens m'encourageaient, ils me disaient « Let's go, Mariette, you can do it ». Je pensais que je pouvais... faire tout ce que je... Oui, grab the moon. et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et puis bon, je crois qu'il y avait aussi une part de chance, parce que quand j'ai obtenu mon premier travail, c'était un peu par hasard. J'ai vu une annonce, je ne savais même pas ce que c'était. Et en tout cas, c'était dans la production, mais c'était un tout petit travail et c'était une des plus grandes agences de publicité du monde. Non. Publicis ou... Alors, c'était BBDO et dans le groupe Omnicom, et qui fait Pepsi, Federal Express, Pizza Hut, plein de gros budgets. Et donc, moi, je me suis formée dans la publicité. J'ai appris à raconter une histoire en 30 secondes ou en 1 minute. Et ça, c'est une grande force de pouvoir être aussi concis et savoir ce que c'est qu'un cliffhanger, une chute. Et j'ai appris avec des grands metteurs en scène, des grands musiciens. Et ma chef, je me rappelle, Barbara Mellons, était une femme très intelligente et très dure. Et j'ai appris un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que, par exemple, une chose très bête, quand vous donnez un film à quelqu'un, avant il y avait des cassettes. Oui. Voilà. Et maintenant, bon, c'est des liens, des vidéos, des liens vidéo, mais est-ce que vous savez qu'au moins une fois sur deux, quand vous donnez une cassette à quelqu'un, il y a un problème. Soit il y a un truc qui saute, ou soit la bande et donc les gens ne vérifiaient, il n'y avait pas de checking. Et elle m'a toujours appris, il faut regarder, checker. Et puis la deuxième chose qu'elle m'a appris, ça semble ridicule, mais c'est quand on va dans une réunion et qu'on veut vendre quelque chose à quelqu'un, à un client, une des premières choses à s'assurer, c'est de lui offrir à manger ou une petite collation, parce que c'est déjà la moitié du travail. La personne sera dans une humeur différente. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, un truc tout simple. Donc, quand on faisait des réunions avec les clients, il y avait toujours, pas des choses chères, mais des bons petits sandwichs, des madeleines, du chocolat. Et ça donne le sourire aux gens. Mais en Afrique, les gens, ils ont compris ça. Ouais. Quand on va chez quelqu'un en Afrique, tout de suite, ils vous amènent à manger, à boire, et ils vous raccompagnent. Ouais, la chose qui m'a toujours touchée, on vous raccompagne. Tandis qu'ici, en France, quand quelqu'un part de chez vous, on dit au revoir. Et puis souvent,
on le laisse partir, on l'accompagne même pas jusqu'à la porte. Ou si on l'accompagne à la porte, ben voilà, la porte c'est tout. Tandis que là-bas, il vous accompagne peut-être même jusque plus loin. Okay. Moi, j'ai appris à accompagner les gens au métro. Ah oui, en effet. Ça, après c'est tout. Hein. Voilà, on arrive au métro et puis je laisse la personne partir. Donc j'ai appris plein de petites choses très 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 importantes qui se perdent maintenant. Et je crois que c'est ces petites choses qui font la différence avec mon expérience et une expérience peut-être à l'ancienne. À l'ancienne. Mais alors, donc, la publicité, ton travail dans la publicité a commencé quand tu avais déjà fait tes études. Oui, j'avais fini mes études. Oui. Tu avais fini ton premier travail. Oui, c'est la pub. Et après, tu crées ton premier long métrage. Alors après, je fais la pub et les clips, les vidéoclips, parce que je suis une clippeuse. Les gens j'ai débuté avec les clips. Je faisais des clips pour Malavoie, Émile Michel, Karemi, T-Vice. Je faisais tous les Haïtiens à New York. Okay. Et je faisais les Antillais qui venaient à New York. Malavoie, je l'ai dit, Edith Lefel, plein de... Tu étais toujours connectée finalement à la Guadeloupe, de manière générale. C'est-à-dire que les 10 premières années, je n'ai pas vraiment été connectée ni avec la France ni avec les Antilles. Okay. Et puis au bout de 10 ans, je me suis dit, tiens, je vais quand même... commencer à me réapproprier ma culture. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des clips avec... Non, je crois pas. Ça m'a pas pris 10 ans, ça m'a pris moins. Mais voilà, c'était ma façon de rester en contact avec les Antilles. Et au fur et à mesure... Bon, à un moment donné, je voulais raconter mes histoires parce qu'aux États-Unis, il y a quand même cette ségrégation. J'étais dans il y a cette ségrégation car j'étais dans une agence de publicité de blancs. Alors c'est bizarre à dire, mais il y avait des agences de pub de noirs, il y avait que des noirs, et des agences de pub où il y avait que des blancs, qui faisaient des marques. Les noirs faisaient des marques pour les noirs, des pubs pour les noirs, et les blancs faisaient la même version, mais pour le public blanc. Et c'était pas du tout la même pub. Ah, tu veux dire que c'était les mêmes marques? Oui. Mais travailler de la différente manière pour les populations noires et Exactement. C'est-à-dire que Pepsi avait une agence de pub qui lui faisait la publicité pour les blancs. Et je travaillais dans cette agence de pub qui s'appelait BBDO. Et Pepsi avait une autre agence de pub où il n'y avait que des noirs et qui faisait la publicité pour les noirs. Alors, parce qu'en fait, il y a ce concept que les Noirs aux États-Unis n'ont pas de pouvoir d'achat. Et la culture n'est pas la même. Maintenant, ces choses se sont estompées, mais... à l'époque... Ouais, mais bon, il y a toujours des agences de publicité où il n'y a que des Noirs. Ouais. Et donc, voilà. Pourquoi est-ce que je vous parlais de ça ? Je ne me rappelle plus. Ah oui, parce que j'ai commencé donc à faire de la publicité. Puis après, au bout de quelques années, je voulais raconter mes propres histoires parce que je ne voyais pas les gens comme moi dans des films. Je ne voyais pas les Antillais dans les films, même les Antillais anglophones. Et je me suis dit, j'ai envie de raconter mon histoire, j'ai envie d'avoir ma propre narration. Donc, j'ai quitté la pub et tout le monde m'a dit, ne fais pas ça parce que je gagnais très bien ma vie. J'étais un peu une reine, on allait à Hollywood, on filmait des pubs là-bas. À l'époque, les hôtels, on allait dans les grands hôtels, on avait des limousines qui nous attendaient pendant 1 heure, on allait dans les grands restaurants. Et puis après, bon, il y a eu la crise dans les années 2000 dans la pub et tout ça a commencé à changer. Et moi, j'ai quitté la pub pour devenir réalisatrice indépendante à New York. Et parler donc des Antilles. Alors déjà, il y avait une communauté antillaise, toi? Oui, il y a une petite communauté antillaise, pas énormément. Tu travaillais quand même sur des projets. Mais en fait, les Antillais qu'il y avait, c'était les Haïtiens. Les Haïtiens, oui. C'est pour ça que je me suis connectée avec la communauté haïtienne. Et tu parlais créole, par exemple? Ah, pas beaucoup. Parce que moi, je viens de l'époque où ma mère m'interdisait de parler créole. Et j'ai toujours eu ce rapport avec le créole que je regrette. Je regrette de ne pas avoir eu l'opportunité de parler ma langue parce que maintenant, j'ai vraiment envie de la parler et j'ai un peu honte de ne pas la parler. Je comprends. C'est bizarre.
Et tu as utilisé la langue créole dans des courts ou longs métrages, non? Non, j'utilise un petit peu en balançant des expressions, des mots, Quand même, des ouais. phrases, Tu t'attaches. mais pas une longue conversation. Non, non, mais ça va changer. Ça va. Ah, alors, dis-nous tout. Non, mais parce que je pense qu'il y a quelque chose qui me touche énormément, c'est l'amour créole. Les mots d'amour prononcés en Ouais, créole, c'est vrai. c'est magnifique. C'est vrai, je suis Et avec Jocelyne Béroir qui a développé cette manière, et puis avec Luc Saint-Éloi Oui, qui Luc chantait en créole, je pense que... C'était Patrick, tu veux dire. Patrick, pardon. Luc, il est acteur. Ouais, l'acteur. On l'a reçu d'ailleurs, Voilà. sur Lucas. Ça sort bientôt. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Ah non. Non, parce que sinon il va falloir que je parle du projet. Et tu peux pas. Ah bon, non, mais je veux dire 2-3 trucs, mais Bon, bah, dis ce que tu peux, si tu peux. Ce serait intéressant. Alors, pareil, en ce moment, tu as quand même une série qui est visible sur France Télévisions, oui. qui s'appelle Une jeune femme à New York. Il s'appelle Mamselle New York. Mamselle, pardon. Mamselle New York, qui est Et c'est en disponible. créole d'ailleurs. Ouais. Le titre. Ouais. Mamselle New York qui est disponible sur la plateforme de France Télévisions. Vous tapez sur Google Mamselle New York et vous allez tomber dessus, c'est gratuit. Donc s'il vous plaît, allez-y, likez. Et puis partagez surtout avec vos amis parce que comme nous n'avons pas énormément de budget pour faire la communication, D'accord. nous comptons vraiment sur le bouche à oreille et pour faire venir les gens sur la plateforme et partager avec leur famille. C'est une série transgénérationnelle, donc regardable par toute la famille. D'accord. Et ça parle d'une jeune influenceuse qui, le jour de son mariage, décide de planter tous les invités. Et le marié? Et le marié, et le fiancé. Enfin, fiancé plutôt, oui. Oui, et en fait, c'est un mariage qui est retransmis sur les réseaux sociaux en grande pompe. Mais il se passe quelque chose quelques minutes avant le commencement de la cérémonie. Elle plaque tout le monde là et elle s'enfuit. Et elle se retrouve par hasard à l'aéroport et elle voit un avion qui part pour New York et elle décide de dire qu'elle s'envole à New York. Mais en vrai, elle va se cacher dans les grands fonds. Et là, elle tombe... là, les jours qu'elle passe dans les grands fonds, cachée, va transformer sa vie parce qu'elle rencontre le vrai amour. Ok. Enfin, elle rencontre un amour qui lui permet d'avoir un orgasme comme elle n'en a jamais eu. Et aussi, elle apprend l'amitié et elle découvre qu'elle a un pouvoir, mais que son pouvoir d'influenceuse n'est pas juste là pour faire, de la pub pour des vêtements et des marques, mais qu'elle peut avoir un vrai impact socialement. Wow. Et donc, vous devez regarder la série pour comprendre. Et elle réalise que son influence, que sa valeur ne dépend pas du nombre d'abonnés qu'elle a sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Donc c'est Très moderne. Oui, c'est une jolie série qui aborde plein de problèmes qui sont importants et difficiles, comme les prédateurs sur Instagram, l'amitié, les relations entre mère-fille, l'amour et aussi l'émancipation, l'identité, parce que c'est une jeune femme qui a 22 ans, donc elle ne sait pas comment être une femme, et elle est en quête d'émancipation, en quête d'identité. Et elle apprend donc que sa valeur ne dépend pas du nombre de followers. Mm-hmm. Et c'est léger, c'est une histoire légère et drôle, mais en même temps, on parle de vrais problèmes importants. D'accord. Ah oui, ça me donne très envie. Alors, en fait, je dois le dire, tu m'as partagé le lien. Oui. Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de regarder. D'accord. Ça me donne encore plus envie d'aller voir. Ouais. Parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que je regarde bien sûr les contenus avant de faire les entretiens. Mais là, avec le festival, c'est chaud. compliqué. Et comme je suis de passage en France,
tu en as Voilà. profité pour m'interviewer. Voilà, exactement. Parce que Donc je c'est te vrai que- pardonne. Ah, bah alors merci. Donc j'encourage vraiment toute la communauté d'Ajuka de télécharger, enfin d'aller voir, pardon, sur France Télévisions la série. C'est une première saison. Oui, c'est une première saison. Et on ne sait pas s'il y en aura une deuxième. Ça dépend de vous, le public, si vous la réclamez, si vous allez la voir, si les taux d'audience sont très bons sur la plateforme, eh bien, il y aura une deuxième saison. Mais sinon, Alors comment ça se passe? Parce que alors, du coup là, pour le coup, c'est un produit français, mhm, si je comprends bien. Il est sur une plateforme française. mhm. Comment t'es arrivé à ce niveau-là, puisque tu as travaillé 30 ans Ouais, aux États-Unis. Donc oui. je me dis, ça doit pas être si simple de Non. d'intégrer le marché français. C'est pas simple, surtout que je n'habite pas Paris, donc loin des yeux, loin du cœur, les gens vous oublient vite. Ah oui. Donc je suis une femme qui persévère et je suis très résiliente et je me suis battue en fait 6 ans pour faire cette série. C'est vrai? Oui, 6 ans. Mais Entre le moment où je l'ai écrit et le moment où c'est sorti sur la plateforme et sur les chaînes, à la D'accord. télé. Ah, c'est sorti à la télé aussi? Oui, oui, oui. Avant Ça a d'être- pris 6 ans. Bien sûr, c'est sur Oui. France TV actuellement parce que c'est sorti d'abord à la télé. Ouais. D'accord, oui, bien sûr. C'est sorti d'abord à la Ok. télé. Ouais, ouais. Et alors, raconte-nous un petit peu le combat. Oh là là, C'est possible. est-ce vraiment utile? Bah, Je peut-être. crois. Bon, déjà, Pédagogiquement, peut-être. j'ai fait cette série parce que j'avais remporté le prix du meilleur pitch à Toronto, au Canada. Et cela m'a valu un financement pour faire le pilote. D'accord. Donc, le pilote a été tourné entièrement à New York, en anglais. D'accord. Et avec ce pilote, j'ai convaincu, j'ai convaincu France Télévisions de partir dans l'aventure avec moi sur plusieurs épisodes. Et ils ont dit oui, sauf qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Ah. Et après le Covid, tout a changé. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Aïe. Tout a changé. Et puis, je crois que ce que je proposais, c'était de faire ça aux États-Unis. C'est l'histoire d'une jeune Antillaise qui débarque aux États-Unis sans argent, sans endroit où habiter, sans papier. Et donc, vous vous rendez compte? Et donc, c'était ces aventures. Après le Covid, il y a eu le désir de France Télévisions d'ancrer la série en Guadeloupe. Et comme local is global, ils ont dit on fait ça en Guadeloupe et puis bon, ça aura une résonance universelle. Ouais. Donc j'ai dû changer l'histoire. Et ce n'était plus l'histoire d'une jeune Antillaise qui part à New York, c'était l'histoire d'une jeune Antillaise qui prétend partir à New York, mais se cache dans les grands fonds et découvre l'amour. Enfin, elle est en quête d'identité et d'émancipation. Ça a été un problème ou finalement, aujourd'hui, comment tu vois ça aujourd'hui? J'aurais bien aimé faire ce que j'avais prévu au départ. Mais tu sais quoi? Je pense que c'était très bien de le tourner en Guadeloupe. Parce que d'abord, ça donnait du boulot aux locaux, C'est vrai. aux acteurs, aux techniciens. Et puis l'équipe était guadeloupéenne. Alors, guadeloupéenne ou martiniquaise. Et C'est vrai? Oui, et puis j'ai fait venir aussi des acteurs d'Afrique. Ah, Il y a une merveilleuse actrice qui s'appelle Maude Guérard, qui vient de Côte d'Ivoire. C'était très important pour moi de faire la passerelle entre l'Afrique et les Antilles. Je pense que nous, Antillais, on devrait aller en Afrique tourner et vice-versa. Donc, cette série a été sélectionnée au festival, au FESPACO, le Aussi, festival. d'accord. Il est en compétition officielle. A été l'actrice Muriel Hilaire, qui joue le rôle principal, a été nommée aux Sotigui Awards dans la catégorie meilleure actrice de série. Et donc maintenant, je cherche de la vendre à l'étranger. Parce que bon, les droits en France sont pris par France Télévisions. Donc j'aimerais qu'elle voyage comme le bonheur d'Elsa a voyagé. Bien sûr. Oh là, c'est impressionnant. Tu Ouais. as bien pris en tant que réalisatrice pour cette série. Alors, Le premier. pour la série, non. Au FESPACO, j'étais en sélection officielle, mais je n'ai pas gagné. Ah d'accord, bon, déjà c'est. C'était fantastique d'être sélectionnée. incroyable. Ouais. Enfin,
magnifique. Ouais. Donc, tu as une très très belle carrière. On ne te connaît pas. Non, et je suis invisible. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que grâce à toi, je vais commencer à... On espère faire quelque chose. Non, mais c'est vrai, c'est hyper important pour nos communautés. Toute la communauté ultramarine, hein, d'ailleurs, là, on parle de Guadeloupe. Mais honnêtement, on a très peu de modèles Oui. auxquels on peut... on dit look up. Bon, il y a Usain Palsy. J'allais te le dire. Oui. Donc, tu as peut-être rencontré Mme Usain Oui, Palsy. bien sûr, j'ai rencontré plusieurs fois Usain Palsy à plusieurs occasions, à Los Angeles, à Paris, en Guadeloupe. Donc, Vous avez partagé des choses en commun, en tout cas. on a pu parler, échanger. Et la dernière fois, c'était à Los Angeles. Elle recevait un award. C'était il y a 2 ans. Oui. Voilà, donc... mais moi, lorsque j'ai sorti mon film Le Bonheur d'Elsa aux États-Unis en 2012, on me mentionnait toujours Usain Palsy, mais comme son film est daté de 1984, Ouais, 3 ou 4, ouais. les gens étaient très heureux de voir un nouveau film venir et qui pouvait aussi utiliser comme outil éducatif, par exemple dans les écoles, dans les universités. J'ai vraiment fait une tournée pendant environ 4 ans à voyager avec le film, à parler avec le film. Et ce qui est arrivé, Waouh. c'est en fait que je suis devenue ce qu'on appelle une marque de fabrique aux États-Unis. Chose que je n'aurais jamais pu imaginer que le nom Mariette Montpierre Soit une marque. soit une marque de fabrique. Parce que, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on m'invitait pour parler de moi. Femme antillaise née en Guadeloupe, qui a grandi à Paris et qui vit aux États-Unis. Et qu'est-ce que c'est? Quelle est mon expérience? Quel est mon cheminement? Quels sont mes combats dans cette jungle, dans cette industrie? Et donc, c'était super d'être payée grassement pour parler de moi. Oui. C'est vrai. Parce que lorsque j'ai commencé ce film, Le Bonheur d'Elsa, les gens ils me disaient mais non Mariette, ça n'intéresse personne, tu n'as pas de public. Waouh. C'était aussi violent que ça. Ça ne sert à rien, tu vas perdre ton temps. Et moi, je dis, c'est pas possible. Même si je perds mon temps, même s'il n'y a pas de public, je le fais pour moi. Oui. Et j'ai créé ma propre niche qui n'existait pas, peut-être. Au fur et à mesure, tu crées une niche de gens qui te suivent et qui recherchent tes films et qui t'apprécient. Mais à cette époque-là, comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu expliquerais que tu as réussi à faire ça comment? Alors, c'était beaucoup de travail parce que, et aussi beaucoup de chance parce que j'ai eu la chance d'être sélectionnée par l'ambassade de France aux États-Unis et d'intégrer un programme qui s'appelle The Tournée Festival. C'est-à-dire que chaque année, l'ambassade de France choisit 11 films pour représenter la France aux États-Unis. D'accord. Et mon film était un de ces 11 films. Wow. Ce qui veut dire qu'il avait une grande visibilité dans toutes les universités, dans toutes les écoles. Mon film, Le Bonheur d'Elsa, est disponible dans toutes les bibliothèques américaines publiques. Waouh. C'est très impressionnant. Ouais, donc j'ai eu cette chance. Il fallait aussi que le film soit sorti pour être sélectionné, sorti aux États-Unis au cinéma pour être sélectionné. Mais au départ, quand je suis arrivée à l'ambassade pour dire voilà, j'ai fait un film, j'appelle Mariette Montpierre, on m'a dit ok, très bien. Vous avez fait un film? Ouais, c'est sympathique. On m'a regardé un petit peu. Voilà, je ne vais pas le dire. Et puis, ils m'ont parlé de ce programme, le Tournée Festival, qui existe toujours d'ailleurs. Mais ils m'ont dit, vous savez, madame, il faut que votre film soit sorti aux États-Unis pour intégrer Et je lui dis, ça tombe bien, il sort la semaine prochaine. Waouh, ok. Et donc, il est sorti en salle et le film était le coup de cœur de la critique du New York Times, qui est un grand un quotidien là-bas. Et vous savez que la critique peut tuer bien sûr. un film. Oui. Et donc, j'étais tremblante le jour
Je savais qu'ils allaient faire la critique du film. Et je n'ai même pas osé lire la critique le matin. J'ai téléphoné à une copine, je lui ai dit, tu vas acheter le journal et tu lis, après tu m'appelles. Et là, elle m'a appelé, elle m'a dit, c'est super. Donc, l'article était fabuleux. Parce qu'en fait, les Américains, ils adorent ce côté exotique, la Guadeloupe, les palmiers, les femmes, la culture. Et pour eux, c'était un film différent qui les emmenait ailleurs. Et c'était, ils n'avaient pas encore vu ça. C'était un film léger, en fait, tu veux dire. Alors, c'était pas léger, puisqu'il y avait une vraie histoire, une vraie problématique de l'absence du père, mais en même temps, c'était un film inspirant et positif. Ah, d'accord, je comprends. Voilà, et qui leur offrait un autre regard sur l'absence du père. Et vous savez que les États-Unis ont la même problématique qu'en Guadeloupe. Les pères sont très absents. En fait, tous les pays post-esclavagistes ont cette même problématique. Absolument. Et donc, ce film les a touchés parce qu'ils pouvaient se reconnaître dans l'histoire que je proposais, dans le bonheur d'Elsa. C'est vraiment impressionnant. Et j'allais te poser une question que je viens de perdre. C'est pas grave. J'en profite pour boire. Oui, alors j'avais deux questions encore, enfin même peut-être plus, mais tu as parlé un petit peu d'Afrique tout à l'heure. Oui. Ton rapport à l'Afrique, est-ce que d'abord tu as beaucoup voyagé en Afrique, à part les festivals, je veux dire? Ça a été important pour toi? Très important. Moi, j'ai reconnu tout de suite, il y a très longtemps, l'importance de l'Afrique dans le cinéma que je fais. Et je voulais avoir cette connexion parce que la Guadeloupe, c'est tout petit et nous venons, nos ancêtres, c'est les Africains. Donc, dès l'université, je suis partie en Afrique toute seule. En fait, je suis partie au Sénégal. Ça s'est passé comme ça. Je devais partir en vacances avec une copine. Elle m'a lâchée à la dernière minute. Et là, j'ai dit, bon, ben, je ne vais pas me dégonfler, je vais quand même partir, mais où ? Et j'ai fait tourner un globe et mon doigt s'est arrêté non, mais ça, c'est comme dans les films. C'est exactement ça. Mon doigt s'est arrêté sur le Sénégal et je suis partie au Sénégal. Et je devais partir une semaine. En fait, je suis restée 2 mois parce que j'ai été accueillie à bras ouverts. J'ai rencontré les gens. Après, je suis partie. J'ai fait Dakar, la Casamance. Après, je suis remontée à Saint-Louis dans le Nord. Après, je suis allée en Mauritanie. Et puis après, régulièrement, je suis retournée en Afrique, au Bénin. Je suis allée en Afrique du Nord aussi, Algérie, Maroc, Tunisie et Togo, Afrique du Sud aussi. Non, oui, Afrique du Sud, à Durban. Et là, il y a un gros festival. Il y a un gros festival, oui. Et j'ai fait d'autres pays d'Afrique dont je ne me rappelle plus. Le Kenya, peut-être, l'Est d'Afrique? Non. Le Rwanda. L'Éthiopie. Ouais. Et je pense que c'est très important parce que l'Afrique, c'est l'avenir. Et malheureusement, souvent, les Antillais se démarquent de l'Afrique parce qu'il y a un rejet. Il y a un rejet. Et puis, aussi à cause des commissions, les commissions en France, il y a le Fonds Sud, l'OIF, qui donne de l'argent aux ACP. Et nous, on fait pas partie des ACP parce qu'on est français. Ouais. Donc, oui. Et donc, il y a eu cette ségrégation. C'est toujours les festivals de films africains, mais n'acceptent pas les films antillais. Mais non, ça commence à changer un petit peu, mais très très doucement. Et donc j'ai toujours eu cette double peine, c'est triple peine, femme noire antillaise. Ouais. J'aurais préféré, je peux pas dire j'aurais préféré, mais ça aurait été plus facile pour moi au niveau du financement de mes films si j'étais femme noire africaine. Ouais, oui, c'est vrai. Hein, parce qu'en fait, nous, le CNC, c'est souvent difficile d'obtenir, d'être prise dans les commissions du CNC. Et parce que je pense que jusqu'à présent, les membres qui lisent les commissions qui lisent les dossiers, ils ne comprennent pas forcément notre imaginaire, notre vision, notre regard, et il n'y a pas ils sont formatés, et il n'y a pas des gens qui nous ressemblent dans les commissions. C'est ça. Donc il faut mettre dans les commissions des gens qui nous ressemblent. Ils ont créé depuis quelques années un fonds diversité, mais pareil, très compliqué.
Alors ça, c'est une vaste blague, le Fonds de la diversité. Alors, oui, tu peux nous en parler si tu veux. Parce qu'avant le Fonds de la diversité avant en France, ça voulait dire noir, Ouais. noir arabe. Exact. Et c'était très bien, c'est-à-dire que nous, on avait une chance d'avoir un fonds qui pouvait nous donner de l'argent parce qu'on faisait des sujets avec des acteurs noirs, avec des sujets noirs ou arabes. Mais la diversité a pris un autre sens. Ouais. Le mot diversité, maintenant, c'est Personnes handicapées, c'est ça? personnes handicapées, les LGBT, les femmes. Et donc, du coup, nous, Ça dilue complètement on nos est chances. complètement dilués là-dedans. Et souvent, pour la France, la diversité, ça se passe en banlieue. Il faut être gangster, banlieue, drogué, voilà. Et moi, le cinéma que je fais n'est pas en banlieue, puisque je ne connais pas la banlieue, j'ai jamais vécu en banlieue. Et voilà, donc on est encore pénalisé avec ce fonds. Mais je comprends. Voilà, donc c'est dommage. T'as eu des aides CNC quand même Oui, des aides CNC. J'ai eu une fois une aide sélective du Fonds d'outre-mer. Et les producteurs, ils ont le fonds de soutien qu'ils utilisent. Et puis le fonds région CNC. Parce que la région Guadeloupe me soutient. J'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent d'avoir toujours été de la région. soutenue par la région. Donc merci la région parce que sans la région, je ne ferais pas de film. Wow. Sans la région Guadeloupe, je ne ferais pas de film, c'est très clair. Parce que la région est toujours le début du financement. Et avec cet argent, je pars convaincre des producteurs et d'autres institutions parce que je dis, voilà, j'ai la région, j'ai l'argent de la région. Et donc, forcément, le projet est crédible, ça lui donne de la valeur. Et on va chercher d'autres fonds comme ça. Et il y avait une question qui me revient maintenant, mais tu t'autoproduisais avant parce que quand tu racontes, tu sais, ton expérience, comme si c'était simple, et je suis sûre que ça n'était pas. Non, ça ne l'est pas. Et du coup, je me demande même si tu n'avais pas plusieurs casquettes entre réalisatrice, productrice. Alors, au début, quand j'ai commencé, mon premier court-métrage était autoproduit parce que je venais de la publicité et je donnais plein de travail aux gens. Et donc, quand ça c'était mon tour de faire mon film, j'ai utilisé tous mes contacts de tous les gens à qui je donnais du taf. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai pu obtenir des montages gratuitement, du mixage gratuitement, plein de belles choses. Okay. Et mon court-métrage Rendez-vous, que j'ai tourné en pellicule, d'accord, qui a du beau grain, c'était en 2002. J'ai payé de ma poche. D'accord. J'ai pris une carte de crédit comme font tous les Américains et j'ai fait banco. C'est comme ça que j'ai pu faire mon premier court-métrage fait en film, en pellicule. C'était comme ça que je l'ai financé. Et après j'ai dû toujours au départ me produire. Donc il y a une part d'autoproduction. Oui, toi qui disais que tu es timide, ça devait être un effort particulier. Ouais, c'est dur, mais comme j'y croyais, je trouvais la force de le faire. Mais en fait, au départ, c'est toujours moi qui dépose les premiers dossiers à la région. C'est ma maison de production, Guadafilm. Et à l'époque, j'avais aussi ma maison de production américaine, Over Easy Production. Donc, ça part toujours de moi. Mais après, je vais toujours convaincre un grand producteur qui est le producteur délégué et qui a la garantie de bonne fin pour les investisseurs et France Télévisions ou le distributeur. Même ça, c'est ce que tu faisais déjà plus jeune aussi. Ouais. C'est toujours travailler comme ça. Toujours travailler. Au départ, c'est moi qui me lance. Mais cette année, ça va être différent. Mon prochain projet risque d'être différent. Et le producteur, il va commencer dès le début à rechercher l'argent. Ça ne va plus être moi. D'accord. Oui, pour que tu puisses te concentrer. Oui, sur les scénarios, le casting. Parce que ça prend beaucoup de temps, mine de rien, de faire
ces démarches. Oui. Et, Chronophage, ouais. et moi, j'ai aussi plus envie de prendre du plaisir dans ma vie et de ne pas faire que travailler. Parce que cette phrase que je vous ai dit au début de ma mère qui m'a dit « Tais-toi, tu n'es pas dans ton pays ici, travaille pour réussir Ouais. ». Cette phrase m'est restée, donc ma philosophie, c'est le travail, the work, the work, the work. Et maintenant, j'ai envie de prendre plus du bon temps, plus de plaisir pour moi. Et étant de retour en Guadeloupe, je communique avec la nature, avec les éléments. J'habite une partie de la semaine sur un bateau, donc je suis très en contact avec la lune, les étoiles, la mer, et j'ai envie de me laisser inspirer dans ma narration par cet environnement et ne pas être que dans quatre murs à écrire, à travailler, être au téléphone. Donc je voudrais me laisser aller, lâcher prise et faire confiance à un producteur qui prend le projet depuis le début. Et c'est comme ça que ça devrait être. Ah oui, je suis totalement d'accord. C'est super beau de la manière dont tu l'expliques, c'est magnifique. Voilà. Mais alors, petite question. Aujourd'hui, on est dans l'ère des IA. Oui. Est-ce que dans ton travail, c'est quelque chose que tu utilises? Alors j'adore cette question parce que jusqu'à environ 3 mois, même 2 mois, j'utilisais l'IA. J'étais un petit peu... j'ai dit non, sceptique, non, quand même, on ne va pas faire ça. On est des humains, on a des idées, on va... Et puis, j'ai commencé à l'utiliser pour des choses très bêtes. Créer un poster. Ah oui, déjà directement. Oui, poser des questions. Et puis après, je me suis dit... et si je l'utilisais pour écrire un scénario? C'est là où je voulais en venir. Et j'ai pas osé au départ. Je me suis dit, c'est tricher, quoi. Oh non, c'est tricher. Eh bien, my God, j'ai commencé à utiliser ChatGPT pour écrire un scénario. Et je trouve ça fabuleux. Parce qu'en fait, ChatGPT ne vous écrit pas le scénario. C'est vous qui l'écrivez en disant à ChatGPT ce que vous voulez et vous orientez les choses de la façon dont vous le voulez. Oui. Et puis souvent, ChatGPT est très bête. Hein. Ah oui. Ah oui, et ne comprend pas. Surtout, il y a des choses, c'est vrai. Surtout, ChatGPT ne connaît pas grand-chose sur les Antilles. En fait l'IA connaît... c'est l'ensemble des données qu'il y a sur Internet. Et il y a beaucoup plus de données sur la culture française que sur les choses qui se passent en Guadeloupe. Et donc, souvent, je lui dis, mais tu dois être fatigué. Je sais qu'il est 2 heures du matin, tu dois être fatigué. On va arrêter là parce que tu me racontes n'importe quoi. Et là, il répond, je suis désolée, vous avez raison. Je suis fatiguée, reprenons demain. Et je trouve ça super. Alors, ChatGPT non, parce que je vous vois. Ah oui, d'accord. Je ne suis pas encore arrivée à le tutoyer. et puis je trouve que c'est sympa parce que j'ai toujours raison avec l'IA. J'adore ça. Tu as toujours raison. Par contre, c'est vrai qu'il faut vérifier qu'il ne fasse pas d'erreurs parce qu'il fait des erreurs. Oui, il fait des erreurs et même des erreurs d'orthographe. J'ai vu, mais attends, mais comment ça se fait qu'ils se sont plantés? Il se plante sur des mots. C'est vrai. Donc ça m'a plu parce que c'est vraiment moi qui... I shape. Oui, c'est ça. I shape things. Je structure, je commande. C'est vraiment moi qui suis aux manettes et qui dit à ChatGPT. Sauf que ça va plus vite. C'est ça, en fait. Donc, ça va pour plus toi, vite. c'est pas un problème d'utiliser ces outils aujourd'hui? Non. Moi, je m'adapte avec le temps. Avec l'air. Bien sûr. Et puis, on n'est pas les seuls. Hein. Je suis sûre que les... On est même très en retard. Je crois que je suis très en retard. Et ce n'est que récemment que j'ai ChatGPT Pro. Ah oui, ok. Ouais, et c'est plus puissant. Il paraît. Ouais. Bien sûr, tu payes, donc ça devrait. Et là, au niveau des prompts, justement, quand tu fais des prompts par rapport aux Antilles, tu vois une évolution quotidienne. Je sais pas, moi, si ton histoire est basée évidemment sur les Antilles, avec des spécificités. Moi, je sais que j'avais le cas avec les mots comme négrillon, oui. Par rapport à mon film, je cherchais et il ne comprenait rien. Je lui demandais même des traductions, il ne comprenait pas. Et puis petit à petit, il était capable de me donner des termes. Oui. Je pense que plus on l'utilise et plus il apprend.
Donc ça va, je suis heureuse de ce chat GPT. C'est vrai. D'accord, donc pas de complexe en tout cas vis-à-vis de ça. Non. Et au niveau des tournages, est-ce que parce il y avait hier un prix qui a été décerné à des courts-métrages qui sont faits en IA. Ah bon? Alors j'ai pas vu. Il y a des courts-métrages qui sont faits en IA. En IA. Ah des ouais. films. Et comment est-ce qu'on fait un film en IA? Eh bien, Un scénario, tu veux dire? Ou... tout un film. Avec la caméra? T'as l'impression que c'est Ah, d'accord. tout est fait D'accord. en images créées par les IA. Ok. Je ne savais pas. Il y a aussi des animations, des films d'animation, type manga, qui commencent à sortir. Mais ça va être un vrai problème. Hein. Mais donc t'es pas au courant. Donc du coup, Non, tu sais pas à non. quoi ça ressemble. Non, mais je sais que l'IA, pour des images d'archives, là je suis en train de faire un documentaire parce que je fais aussi des documentaires de création. Je voulais te demander. Super. Et je voudrais considérer, j'ai une carte postale qui date des années 1960 et je sais que l'IA peut animer la carte postale et je compte utiliser ça dans le prochain documentaire, dans le documentaire que je fais en ce moment, sur Pascal Danaé, qui est le chanteur du groupe Delgrès. C'est un groupe qui fait du rock, qui fait du rock blues. Enfin, qui fait du rock avec des sonorités créoles et de blues. Ils viennent des Antilles à la base? Le chanteur principal, qui s'appelle Pascal Danaé, est guadeloupéen. Guadeloupéen. Né à Paris, né en France, mais guadeloupéen. Et donc le documentaire s'appelle le rock flambé au rhum. Waouh! Mais tu sais que je ne savais pas qu'on avait du rock. Ah si. Ouais. Si. Mais bon, c'est un public très éclectique, et aussi bien de Français que d'Antillais, que des gens internationaux. C'est très intéressant comme musique. Tu devrais regarder Delgrès. Je regarderai. Je crois que j'en ai entendu parler. Et quand le documentaire sera fait, je t'en parlerai. Avec plaisir, on sera même heureux de te recevoir. Ouais, merci, parce qu'en fait, moi, le documentaire, c'est une part importante de mon œuvre. D'accord. J'en fais au moins un documentaire par an. Ah bon? Oui, et mon dernier, c'était sur Mario Canon, c'était un documentaire musical. Là, donc, je commence la semaine prochaine sur Pascal Danaé, le rock flambé au rhum. Là, je suis en développement pour un documentaire sur la sexualité de la femme antillaise. Oh, c'est super intéressant. Et l'année d'avant, j'ai fait... Tourner vers la Mecque, Entre deux rives, enfin plein de documentaires. T'as le temps de faire tout ça? Bosser. Mais c'est incroyable, non mais vraiment je suis impressionnée. Donc Ouais. là t'as combien de réalisations à ton actif? Oh, j'en ai pas mal. Hein. Bah oui, 50, sans compter les clips, parce que les clips, bon, on les compte pas. C'est pas une trentaine, je sais pas. Ce serait bien de les compter. mais c'est... Ouais, de les compter. Ouais. Au moins pour nous dire. Ouais. Mais et la plupart de tes films, on peut les trouver quelque part? Généralement, les documentaires, si tu tapes, ils sont en replay sur France Télé ou bien ou sur des plateformes, des plateformes. Mais encore faut-il avoir la liste des documentaires. Mais sur mon site web, tu peux trouver les bandes annonces. Au moins ça, d'accord. Ouais. Mais moi, je suis pas très organisée. Là-dessus, oui. Oh là là, je prends beaucoup de. Il te faut quelqu'un pour ça. Il faut quelqu'un. Donc il y a plein de choses qui sont pas sur mon site que j'ai pas pris le temps de. C'est super dommage parce que Je sais. voilà, là bon, j'espère qu'on te connaîtra mieux parce que c'est aussi l'objectif d'Ajuka, de mettre en avant et en valeur les talents ultramarins. Mais c'est vrai que si tu te caches, Ouais. c'est plus difficile pour nous. Ouais, c'est vrai. Et puis, il paraît que maintenant, quand on écrit quelque chose, il faut mettre un hashtag cinéma entier, hashtag réalisatrice, hashtag... Ça aiderait. Ouais, et moi, je viens de comprendre ça il y a quelques semaines, donc j'ai commencé. Bon, voilà. En tout cas, moi, je dois dire, on se connaît, c'est presque par hasard, mais enfin, Oui. grâce à Karine Barclay, Ouais. qui tient le pavillon Afrique du Festival de Cannes, Ouais. et qui nous a mis en relation parce qu'on cherchait toutes les deux une colocation. Sur un appartement à Cannes appartement. pendant le festival. Voilà. Et que donc on a été en contact comme ça, et puis on s'est un petit peu échangé vite fait, ce qu'on fait l'une et l'autre. Mais
Et franchement, s'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas si on se serait même. Ben ouais, mais moi je ne te connaissais pas et on ne se serait pas croisés. Mais j'avais entendu parler de ton court-métrage. La peau chapée. Oui, La peau chapée. Alors, est-ce qu'il était passé dans un festival? Oui, alors le C'est Festival ça. international panafricain de Cannes. Ah, c'est j'ai eu le peut-être là. Dicalo Award l'année dernière. Ah ouais. Et cette année à l'Assemblée nationale ainsi que à la Sorbonne, Oui. en mars et en avril. Ah, la Sorbonne, c'est bien. Aussi, oui, oui. Dans quel cadre? Alors, la Sorbonne, c'était dans le cadre du CM 98. Ah oui, 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 oui. J'ai passé mon film avec le CM 98. Ah, d'accord. Mais c'était pas à la Sorbonne, c'était ailleurs. Là, c'était l'amphithéâtre Richelieu, donc C'est mon amphithéâtre. C'est là où t'as c'est là où étudié. j'ai étudié. Oh, j'adore cet amphithéâtre parce Il est que magnifique. quand tu t'assois là, tu te dis, est-ce que Pascal s'est assis là avant moi? Est-ce que Montesquieu? C'est ça. Tu sens le pouvoir de ces gens-là sous toi et ça te donne des ailes. C'est vrai. génial. Et là, moi, c'était assez particulier parce que mon film étant sur les préjugés de couleur, tu vois, la classification de la couleur de peau, enfin des hommes par la couleur de peau, c'est quand même Richelieu qui a signé le traité, le traité pour pour autoriser en fait la traite négrière. Donc il y avait Ah toute une oui, symbolique ah pour moi oui, aussi ah ouais. d'avoir cette projection. Là-bas. Mais moi, je voulais dire que, en fait, un peu pourquoi je fais des films. Merci, je suis je suis tout ouïe. En fait, je fais des films, je crois, pour aller vers l'autre et pour me connecter avec, pour apprendre et à découvrir l'autre. Parce que je pense que faire un film, c'est toujours un acte d'amour, en tout cas les films que je fais. Et quand je fais des films, je découvre toujours une culture ou des gens et je me sens bien avec eux. Et particulièrement quand je fais des documentaires, je fais partie de la famille des gens avec qui les gens que je suis et avec mes protagonistes. Et aussi, je crois, comme Marie Scondé disait, j'écris des livres pour supporter la souffrance de la vie. Wow. Et moi, je pense aussi que je fais des films pour supporter la souffrance de la vie. Parce que la vie, je trouve, n'est pas toujours facile tout le temps. Et ça me donne des ailes. Quand je suis sur un plateau de tournage, c'était comme si j'étais c'était un long orgasme. C'est quasi orgasmique pour moi d'être sur un plateau et de créer cet espace de liberté où l'acteur peut évoluer et me faire confiance. Et donc c'est très important d'avoir la confiance de mes acteurs et d'être bien avec eux. Et les gens avec qui je tourne, généralement, ce sont des gens qui deviennent mes amis et on se suit jusqu'à la mort, j'espère. Ah, écoute, c'est trop beau ce que tu racontes. Oui. C'est génial. Et dans ces gens-là, tu as une bonne part de communauté antillaise Oui. aussi ou ultramarine? Oui, les deux, ultramarines, caribéennes, anglophones, hispanophones, africaines aussi. Et internationales, parce que moi, je pense que c'est très important pour moi de rassembler les gens de différents continents. Un peu, j'aime beaucoup cet acteur, ce réalisateur Jim Jarmusch, parce qu'il a le pouvoir de faire communiquer sur un plateau, sur un film, dans une narration, des gens très différents qui viennent de pays différents, qui parlent même pas la même langue. Et tu es là, tu as un japonais là, tu as un anglais là, un français, ils sont là dans une conversation et tu fais, mais comment il a fait pour qu'ils se communiquent? Et il a cette magie et moi je l'admire beaucoup pour ça, parce que je pense que le cinéma est là pour faire prendre conscience, je ne pense pas que le cinéma peut changer le monde, mais le cinéma peut faire prendre conscience et peut Changer les regards. le regard que les gens portent sur telle problématique, tel peuple. Et ça, c'est super important. Moi, quand j'ai fait mon film Le Bonheur d'Elsa, quand les gens venaient me voir en me disant oh, je n'ai pas connu mon père, et quand j'ai vu votre film, ça m'a donné l'espoir. Et après ça, j'ai fait des recherches et j'ai voulu rencontrer mon père. Et moi, quand j'entends ça, je me dis waouh, Ouais, t'as touché t'as changé j'ai la vie de quelqu'un, accompli finalement. quelque chose. Et ça m'apporte que du bonheur. Ouais. Et C'est à un acte travers. d'amour.
Absolument. Et tous les sujets que je mentionne, enfin que j'aborde dans mes films, sont toujours des sujets qui me touchent. Bon, l'influenceuse, c'est pas autobiographique, hein. Je ne suis pas une influenceuse. Mais il y a plein de choses de moi, plein d'éléments importants qui me touchent, du personnage qui me touche. Et donc, c'est toujours une façon pour moi de me comprendre mieux, de comprendre pourquoi. Parce que quand on écrit, il faut quand même qu'on pense à ce qu'on écrit, pourquoi on l'écrit et quelle est l'émotion qui émerge quand on écrit. Donc, ça a toujours un aspect thérapeutique chez moi. Ouais, et c'est important. Et comment tu choisis tes acteurs, actrices Alors, Est-ce que tu les choisis? Alors, jusqu'à présent, le casting pour moi était toujours problématique. Ah ouais? Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de stars. Ah, tu veux dire aux Antilles? Aux Antilles, Oui. aux Antilles. Et quelquefois, j'ai choisi les acteurs pour les mauvaises raisons. Ah. Par exemple, dans mon film Rendez-vous, j'ai choisi une actrice parce qu'elle était noire. D'accord. Et en fait, j'aurais dû choisir la meilleure actrice pour le rôle. Et en fait, j'ai choisi la meilleure actrice noire. D'accord. Et j'ai eu un peu de regret parce que c'était pas la meilleure actrice pour le rôle. D'accord. Mais tu voulais qu'elle soit noire? je voulais qu'elle soit noire. Pour aider à avoir une représentation. Oui, voilà, parce que de... quand même, je trouve que les femmes noires sont très invisibilisées à Hollywood et dans le cinéma en général, dans le cinéma français international. Donc je veux toujours donner sa chance à une actrice noire. Ouais. Mais après, maintenant, j'ai un peu dépassé ça. Et maintenant, je voudrais choisir quelqu'un parce que c'est la meilleure personne qu'il y a pour faire ce rôle et avec laquelle je m'entends et que je comprends. Waouh. Ouais. Et tu sais comment tu le gérerais? C'est-à-dire, est-ce que tu as des critères spontanément qui t'aideront à... Enfin, en fait, moi, je sais pas. Hein. Il y en a qui savent tout de suite, voilà, telle actrice, je la veux, pas de question. Ah oui. Et puis d'autres, c'est des rencontres et puis ils connaissent pas le... Voilà, mais parce qu'en fait, il n'y a pas énormément d'actrices noires en France qui font du cinéma. Par exemple, si on cherche il faut faire beaucoup de casting, il faut avoir les fonds pour aller chercher les gens là où ils sont. Et nous, on n'a jamais ça. Il faut toujours... il faut vraiment que je prenne pour mon prochain projet beaucoup de temps à faire le casting et que je me déplace et que j'aille à la rencontre des gens là où ils sont. Si la personne est en Afrique, si la personne est à Marseille, si la personne est à Johannesburg, il faut que j'y aille, il faut que je la rencontre. Parce qu'évidemment, mon prochain long métrage, ça parlera d'une femme. D'accord, oui. Et je préférerais choisir une femme noire. Mais il va falloir que je mette l'argent dans ces recherches. Et souvent, en tout cas jusqu'à présent, je n'ai pas eu les fonds pour faire le vrai casting que j'aimerais. C'est intéressant ce que tu dis. Ça me rappelle un petit peu ce que me disait Jean-Claude Barny pour rechercher Fanon, pour représenter Fanon. Et donc, il a choisi Alexandre Bouillet. Mais c'est ce qu'il me disait aussi dans l'interview, qu'il avait du mal à trouver des acteurs. Beaucoup de mal. Déjà antillais, parce que pourquoi pas prendre quelqu'un d'antillais. Voilà. Et en fait, il a dû, et bien sûr, étoffer ses recherches plus loin. Ouais. Alors là, c'est pas trop grave, il est tombé sur quelqu'un qui a des origines antillaises, mais qui est aussi d'origine africaine, française. Mais toutefois, c'est vrai que c'est un problème. Donc, un vrai problème. La même vision là-dessus. Et tu connais bien, toi, l'écosystème des réalisateurs ultramarins, que ce soit les Antilles ou la Polynésie, la Guyane. Si je connais Alors, en fait, je réalise que je voyage peu dans les Caraïbes. Ah oui, d'accord. Alors, malheureusement, par exemple, je vais rarement en Martinique. Je connais la Martinique, mais pas tant que ça. Je voyage peu dans la Caraïbe anglophone et hispanophone. J'ai eu l'occasion d'aller à Sainte-Lucie, à la Dominique, dans les Grenadines, à Saint-Vincent, parce que j'ai fait un travail là-bas avec la Croix-Rouge. J'ai fait des films institutionnels avec la Croix-Rouge.
je suis allée en Guyane, j'étais invitée au Film Festival de la Guyane à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais je trouve que c'est un vrai problème et ça me manque de ne pas être plus connectée avec les autres réalisateurs. Je connais le travail de quelques réalisateurs antillais parce que je vais dans les festivals de films voir les films et je me donne... je pense que c'est très important pour moi, réalisatrice antillaise, de connaître les autres réalisateurs. Mais c'est difficile parce que ce sont des gens, on est isolés, on ne se fréquente pas forcément, malheureusement. Mais chaque fois qu'il y a des festivals, je vais dans les festivals voir, en tout cas en Guadeloupe, hein, parce que je ne peux pas aller dans toutes les îles. Mais je vais à Trinidad et Tobago, je suis allée 2 fois. Pas récemment, mais la dernière fois, il y a 3 ans. Et je lis pas mal. Mais c'est pas comme s'il y avait non plus un magazine sur l'industrie du cinéma. Pourquoi il n'y en a pas, je ne sais pas. Pourtant, il y aura plein de choses à dire là-dessus. Hein. Il y a plein de tournages en Guadeloupe. Et j'ai entendu dire, malheureusement, qu'il serait question d'annuler la convention CNC région. Je ne sais pas si c'est une rumeur, donc j'ai très peur que pour 2026, la convention ne soit pas renouvelée. J'espère qu'elle le sera. En tout cas, nous, on a l'intention de monter au créneau si jamais ça se confirme. Mais parce que, encore une fois, sans la région Guadeloupe, je ne peux pas faire de cinéma, je ne peux pas faire de film. Et tu es en connexion peut-être avec l'école, par exemple, pour Trajmé? Oui, Séverine Gibbs. Je suis en connexion avec eux, mais je n'ai jamais fait de masterclass. Ils ne m'ont pas encore sollicité, mais je connais le travail qu'ils font. En Martinique, on a Parallèle 14, mais on n'a pas sinon d'école à proprement parler de cinéma, de ce que je pense. Hein, peut-être que je dis une bêtise. À La Réunion, par contre, l'écosystème est différent. Ouais. Tu connais un petit peu mieux? Non, je sais que à La Réunion, c'est très vibrant maintenant. Oui. Il y a de plus en plus de films et que de plus en plus de Français vont tourner à La Réunion. Et j'espère que ce n'est pas au détriment de la Guadeloupe. Bah alors, ça c'est une bonne question. Et qu'est-ce que tu penses du cinéma ultramarin? De ce que tu as pu voir, qu'est-ce que tu aimerais nous partager de ton opinion là-dessus? Alors, ce que je pense du cinéma ultramarin, c'est que c'est un cinéma qui est en train de changer. Parce que jusqu'à présent, le cinéma ultramarin, en tout cas, j'aimerais qu'il change. Parce que jusqu'à présent, c'est un cinéma très social, très historique. Et c'est normal puisque nous avons besoin de parler d'où nous venons, de l'esclavage, de qui nous sommes. Avec notre regard. Avec notre regard, parce que bon, tout le monde l'a fait pour nous, et nous, on a un regard très différent. Donc, j'aimerais, et moi, mon cinéma s'oriente plus vers ça, j'aimerais ne pas avoir sur les épaules l'histoire, le poids de l'histoire, le poids de l'esclavage et l'obligation de raconter qui nous sommes. J'ai envie d'être légère aussi, j'ai envie de parler d'amour, j'ai envie de parler d'émancipation sexuelle, j'ai envie de parler je sais pas, des problèmes que rencontre la femme antillaise, d'être mère, mais une femme moderne. J'ai envie d'une comédie où comme tous les autres réalisateurs font, s'ils ont envie de faire un film d'horreur ou de comédie ou un film romantique, eh ben, j'estime que j'ai le droit de faire ça et j'ai envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire que du social. Ouais, c'est super, non mais je suis voilà. C'est très important. Que je ne veux pas représenter l'histoire antillaise. Qu'à travers voilà. Enfin, l'histoire. Oui. Voilà, mais c'est très bien parce qu'il y en a d'autres qui le font. Moi, j'ai envie d'inspirer et de faire rire, de faire pleurer et d'étonner. T'es plutôt dans des registres de comédie parce que c'est vrai que comme j'ai pas vu non plus tes films, on les Alors connaît pas. non, moi je suis plutôt dans les registres du drame, d'une comédie dramatique. Comédie dramatique. Comédie dramatique. Ouais. Mais Mademoiselle New York, c'est une comédie dramatique. C'est une comédie dramatique. Oui. Parce que voilà.
Et c'est super. Là, mon prochain long métrage rentre dans le domaine du thriller, steamy romance. Ouh. Oh, ok. Ça, au moins, tu nous as dit quelques mots là-dessus. Oui, et puis ça se passe. Ça se passe en Guadeloupe, mais c'est un sujet universel, parce que ça parle d'amour, hein, et c'est un sujet que tout le monde, toute la planète pourra voir, pas simplement les Antillais. C'est définitivement une narration universelle. D'accord. Et si tu avais. Alors, peut-être si tu as des conseils à donner à nos auditeurs. Oui. Et puis, j'avais envie de dire si tu avais des secrets à révéler, je sais pas. Alors, commençons par le conseil. Ouais. Au réalisateur ou au public? En fait, les deux, parce qu'on est une association professionnelle, donc bien sûr, on a notre public premier qui sont donc les professionnels ultramarins du cinéma. Oui. Mais nos auditeurs peuvent être évidemment des personnes qui souhaitent juste avoir des contenus à voir. Alors, deux choses. Je dirais aux professionnels, en tout cas aux jeunes qui arrivent, si vous avez une histoire qui vous tient à cœur, ne laissez personne dire que c'est impossible et que ce n'est pas intéressant. Il faut avoir confiance et porter son histoire. Et vous pouvez la porter que si vous êtes authentique. N'essayez pas de plaire à un public, n'essayez pas de plaire à Netflix ou de plaire à tel producteur. Faites ce que vous avez dans les tripes. Authenticité, parce que c'est que dans l'authenticité que vous allez vous démarquer, parce que chaque personne est unique. Donc, parce que vous êtes unique, vous allez vous démarquer de cette façon-là, et on va voir votre regard, votre vision singulière et originale. Donc, ne laissez dire à personne que ce que vous faites n'est pas une belle histoire. Et il faut travailler. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. Et l'autre chose que je dirais, c'est qu'il faut que le public soit là, présent pour soutenir nos histoires et notre cinéma antillais, notre narration, parce que trop de fois j'entends « Ah oui, j'ai entendu parler de Mademoiselle New York, oui, c'est super, je vais le voir. » Mais vous allez le voir quand? Il faut le voir maintenant. Quand un film sort, il faut le soutenir dès le premier jour, dès la première semaine, parce qu'après, il disparaît. En plus, c'est vrai, c'est limité dans le temps. Hein. C'est limité dans le temps. Et donc, et aussi, venez voir les films. Ne regardez pas seulement les films, les blockbusters d'Hollywood. Tout le monde aime les blockbusters from Hollywood. Mais il y a aussi des films qui nous ressemblent et qui sont bien faits. Le cinéma antillais prend des galons. Hein. Avec les réseaux sociaux, oui. On voit une montée en tout cas des communautés afro-créoles qui se mobilisent pour permettre au cinéma de réalisateurs ultramarins ou antillais d'être visibles. Oui. Enfin, nous, on a été un exemple. Oui, absolument, et font de bons chiffres au box-office. Alors qu'il n'y avait que 67 salles au départ. Hein. Ouais, donc il n'y a pas que nous qui devons travailler, il y a le public qui doit aussi faire sa part. Absolument. Voilà, donc faites votre part, public. Elle a tout à fait raison. Et un secret ou quelque chose Un secret sur moi? Secret sur toi ou secret professionnel? Alors, je suis à Cannes, au Carlton, cet hôtel, cette institution hôtel que j'adore. Et j'ai monté les marches pour voir de très beaux films. Ça m'a inspirée et je pars de Cannes avec... ça fait chaud au cœur et je vais réécrire mon scénario parce que en regardant certains films qui m'ont beaucoup inspirée, il y a de nouvelles idées qui sont venues. Wow. Tu vois, ChatGPT, tu ne travailles pas aussi bien que ça. Il y a l'aspect humain qui compte énormément, donc je vais travailler. Je ne sais pas si c'est un secret, mais je travaille sur mon prochain long métrage. D'accord. Mais écoute, Mariette, merci infiniment. Merci beaucoup. C'était une interview absolument délicieuse. Merci beaucoup. En plus, on a été gâtés quand même. Oui. Non, vraiment, je suis ravie de t'avoir rencontré, d'en connaître plus sur toi et j'espère vraiment que nos auditeurs apprendront de ton expérience parce que tu as beaucoup...
tout ce que tu nous as dit sont techniquement des choses que l'on peut nous mettre en place en tant que Oui. réalisateur, réalisatrice. Oui. Moi, je vais la réécouter pour faire exactement ce que tu as fait. Et... Ah bah oui, hein, paroles parce de que beauté. moi, transmettre, c'est très important. Oui. Il faut donner, il faut Absolument. montrer la voie et permettre aux autres de s'approprier les outils. Donc, je suis là pour ça. Et puis, bonne chance avec ton film. Merci, c'est très gentil.